table ronde. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir des praticiens qui sont confrontés au quotidien à la notion d'hybridité, notion que nous explorons ici dans le cadre de ce colloque. Donc, ça va nous permettre de poursuivre nos réflexions avec des retours de terrain, des retours de vécu, des expériences à partager donc, avec nos panélistes. Voilà, cette introduction est très très brève, mais on replonge au cœur de l'hybridité par la pratique et par les expériences. Je cède la parole à Marie-Claude. Ouais, ben donc en fait, je vais vous faire une brève vidéo de chacune des personnes qui ont consciemment accepté d'être ici ce matin, comme je suis certaine qu'elle ne l'aurait pas fait elle-même en profondeur. Donc je vais le faire, puis ensuite on va entrer un peu plus profondément dans la thématique, dans la discussion. Donc je remercie M. René Binette, qui est ici, qui est directeur de l'Économusée du Tiers-Monde. L'Écomusée, pardon. Ouais, l'Écomusée du Tiers-Monde. Donc l'Écomusée, en fait, se définit comme un musée d'histoire et un musée citoyen. L'Écomusée développe une pratique muséale axée sur l'éducation populaire et met en place des projets participatifs. Cela en étroite collaboration avec la population, les institutions et les organismes du quartier. M. Binette, en fait, a une formation en histoire de l'art et en animation culturelle et en gestion des organismes culturels. Il participe au développement et au rayonnement de l'Écomusée du Tiers-Monde depuis plus de 30 ans maintenant, et ce comme membre fondateur, entre autres choses. Il est un acteur impliqué dans le développement constant de son organisation, de manière à en faire un lieu qui soit le plus approprié possible, le plus approprié par la communauté. Et donc, cela lui vaut une expertise reconnue internationalement dans son domaine. En 2013, M. Binette s'est vu attribuer le titre de Fellow de l'Association des musées canadiens, de laquelle il a aussi reçu un prix Barbara Tyler pour le leadership muséal en 2014. Et donc, M. Binette est aussi chargé de cours à l'UQAM et un acteur très engagé dans le milieu associatif muséal. On a aussi la chance d'accueillir ce matin l'UNICE d'Audy. L'UNICE est détentrice d'un baccalauréat en urbanisme de l'UQAM, en plus d'une formation en droit de l'Université de Montréal et en gestion de projet du HEC Montréal. Entre autres implications, l'UNICE a été gestionnaire de projet à la chaire UNESCO en paysage et en environnement, où elle a mis sur pied un réseau international de travail sur le développement urbain avec ONU Habitat. Elle a aussi travaillé comme attachée politique au ministère de la Culture et des Communications du Québec, où elle était responsable des questions urbaines. Et donc, on peut dire que son parcours très riche témoigne de son désir de rendre nos environnements urbains toujours plus agréables à travers l'inclusion sociale. Et donc, aujourd'hui, c'est en tant que directrice stratégie et partenariat au sein de la Maison d'innovation sociale qu'elle nous accompagne. Et donc, qui est une organisation au sein de laquelle elle vise à établir des liens entre les initiatives citoyennes et à en multiplier les répercussions. L'UNICE travaille à rassembler entrepreneurs, citoyens, universitaires, experts de technologie et tout acteur pertinent de manière à maximiser l'impact des initiatives collectives visant des développements équitables et durables, et cela à l'ampleur du Québec. On a aussi la chance d'avoir ce matin Maxime Barry. Donc Maxime a poursuivi un chemin très éclectique qui combinait psychologie, marketing, histoire de l'art. Aujourd'hui, il continue à enrichir ses acquis académiques diversifiés par ses multiples passions qui sont, entre autres exemples, la musique, la physique, l'astronomie, la sociologie, l'histoire, l'alimentation, pour n'en nommer que quelques-unes. Et donc voilà, puis en fait, il a rassemblé, disons, toutes ses passions, toutes ses idées dans son entreprise actuelle qui est Quintus, dont il est fondateur, général associé et directeur de création et partenariat. Et donc, brièvement, Quintus est une entreprise pionnière qui a pour but de donner un sens à la consommation. Quintus se donne pour mission de sensibiliser nous, citoyens acheteurs, à de nouvelles solutions de consommation en harmonie avec nos valeurs. Et donc, entre autres choses, à nous demander comment on peut consommer mieux pour un avenir plus vert. Et enfin, nous accueillons aussi Marilyn Carnier. Donc, en fait, Marilyn œuvre depuis près de 20 ans maintenant au service de la création, de la promotion et de la diffusion des arts vivants au Québec et en Europe. Elle est formée en gestion et en sciences commerciales en Belgique. Sa carrière au Québec a pris racine à la fin des années 90 dans la gérance d'artistes et le développement de tournées, entre autres pour les pianistes François Bourassa, Jean Baudet et les chanteuses Suzy Arioli
et fénilingue. Elle aura ainsi participé à l'émergence du regroupement du Québec, qui est composé d'agents et de producteurs qui se sont donné la mission de promouvoir la scène folk du Québec en Amérique du Nord et en Europe. Après des années à développer des réseaux de tournées en Europe et en Asie et à développer des carrières et des marchés pour le milieu de la scène jazz et folk au Québec, elle est passée du côté de la diffusion et du développement de public dans les quartiers des spectacles à titre de responsable des communications, directrice artistique et finalement chargée de projet au financement pour les salles du Jésus Centre de créativité. Elle y élargit ses horizons professionnels au niveau de la gestion des salles de spectacle, programmation pluridisciplinaire et l'accompagnement de créateurs émergents en danse, en musique et en art visuel. C'est à travers ces fonctions que pendant de 2005 à 2012, elle aura contribué au partenariat du quartier des spectacles en participant à la mise en œuvre d'un concours international d'idées pour la mise en lumière de l'église de Jésus. Un bâtiment historique qui est aujourd'hui classé Jésus. Pardon, j'ai mâché ma mot. Et donc, après un retour aux études à l'UQAM en communication en 2011, au cycle de la maîtrise, elle retourne à la scène culturelle en 2015 en optant pour la division spécialisée de théâtre de création à titre d'assistante à la direction générale du groupe La Veillée Théâtre Prospero, qu'elle représente aujourd'hui. Merci de ta patience. Voilà, alors pour la suite, on va passer au premier axe de discussion qui regroupe en fait vos expériences vécues. Donc, on va parler un petit peu de comment vous vivez au quotidien en fait cette notion d'hybridité. Donc, comment dans votre quotidien vous naviguez, vous gérez, vous essayez de concilier des logiques différentes qui sont propres à toutes vos organisations. Donc, ce que je propose de faire, c'est peut-être que chacun se saisisse brièvement de cette question. Donc, comment au quotidien vous appréhendez cette hybridité? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans votre travail? Alors, le premier qui veut se lancer, invité à répondre, et puis je propose qu'on va circuler ensuite la parole. Ben, je peux essayer de me lancer. J'avais compris, c'est ça. Là, vous me laissez combien de temps? Est-ce que c'est là qu'on a... On a 20 minutes pour cette discussion sur les expériences vécues, donc en 1-2 minutes, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'hybridité? Puis on passera à d'autres questions. Juste lire le résumé de mon CV, ça a pris 5 minutes, mais on va... OK, d'accord, en 2 minutes. Ben, rapidement, en même temps, je ne suis pas familier avec la notion d'organisation hybride. Pour moi, je vous avoue que lorsque j'ai pris connaissance de ça, je me suis dit, ah bon, voici, alors, mais j'essaie d'entrer. Et donc, je ne définis pas l'écomusée de cette façon-là. Mais je comprends la logique, j'essaie d'entrer dans votre logique concernant la présentation. Alors donc, la façon peut-être dont et il me semble aussi que cette idée que les organisations sans but lucratif, mais par exemple les organisations culturelles, comme l'Écomusée du Fier-Monde, naviguent, si on peut dire, dans des logiques ou des marchés qui sont différents, c'est quelque chose qui ne me semble pas particulièrement ni nouveau ni original. Mais ceci dit, parmi les exemples qui me frappent là-dessus, c'est toute la question du financement. Pour laquelle, et qui est le nerf de la guerre, comme je suis directeur d'une partie de ma vie, c'est de trouver des ressources suffisantes pour faire fonctionner cet écomusée et pour son développement. Ben, il y a différentes façons. Et à la fois, donc, on s'adresse à l'État, à la fois, on s'adresse au public, pourrait-on dire. Hein? Je veux dire qu'on pourrait considérer, c'est ça, comme des consommateurs. On ne le voit pas vraiment de cette façon-là, mais d'un point de vue marketing, on peut dire que les visiteurs sont des consommateurs. Hein? On pourrait le regarder comme ça. Donc, il y a comme des stratégies à développer de ce point de vue-là. Bien sûr, il y a l'entreprise privée qu'il faut associer. Et nous, carrément, c'est qu'on développe des activités d'autofinancement qui sont là pour appuyer notre mission, mais qui ne sont pas directement en lien avec notre mission. Alors, on a la chance, je voyais sur le PowerPoint, il n'y avait pas l'image de l'écomusée, mais je veux dire de notre bâtiment, on a la chance d'occuper un bâtiment magnifique et donc on a une très grande demande
pour qu'on y tienne des événements locatifs. Alors, donc, chez nous, il y a comme deux sortes d'événements, si on peut dire. Il y a nos événements qu'on fait avec nos partenaires qui sont dans notre programmation, qui sont en lien direct avec notre mission. Là, je suis déjà rendu à 4 minutes, j'ai l'impression. Mais on a aussi carrément ce que j'appellerais une logique de client, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'adressent à nous et qui vont organiser des événements qui n'ont pas un lien direct avec notre mission. Et on essaie de, non seulement, notre objectif, c'est de s'assurer qu'ils soient le plus satisfaits possible. Puis voilà, c'est ça. Bon, en même temps, par la bande, on essaie de sensibiliser les gens à ce qu'on fait à notre mission, puis que les gens comprennent où ils sont, mais à la limite, ce n'est pas ça l'objectif de l'opération. Voilà, alors j'ai déjà trop parlé, c'est ça, c'est une entrée en matière. Très bien, et pour l'INSEE, est-ce que justement l'hybridité, donc qui sont des logiques d'action différentes, est impliquée par des parties prenantes diverses, ça représente la même chose, la question du financement peut-être Non, nous c'est totalement différent, je dirais. En fait, la raison d'être de la Maison d'innovation sociale, c'est vraiment soutenir les initiatives, les collaborations, puis le transfert de connaissances, vraiment passer de l'idée à l'action, à l'impact. Donc, comment on arrive que ça puisse se faire? Et je vais essayer d'être très, très bref. Pour ce faire, nous, c'est vraiment notre hybridité se trouve dans notre modèle théorique de gouvernance. Donc, on a autour de la table autant des gens de la philanthropie que des gens des organisations comme le Chantier d'économie sociale ou bien Centraide. On est avec les administrations publiques, mais on vient à peine d'être créé. Donc, on est en train de devenir notre OBNL. Et donc, à ce moment-là, aussi, il faut voir que ce n'est pas seulement une maison, ce n'est pas un lieu fixe pour nous, c'est vraiment d'aller où il y a des besoins. Donc, on crée des résidences, comme présentement, on est autant sur Sainte-Catherine qu'à l'Esplanade, qu'à dans des places de coworking, qu'à temps libre. Puis, juste pour vous résumer rapidement, c'est vraiment pour répondre aux enjeux soulevés par les partenaires fondateurs. La réflexion de la gouvernance de la Maison d'innovation sociale s'inspire du modèle des constellations. Donc, c'est un modèle hybride, justement, qui s'inscrit à la frontière des modèles traditionnels, entrepreneuriaux, puis représentatifs et cellulaires. Puis le modèle, il se distingue d'abord par sa capacité de combiner une mécanique fondée sur l'ordre de la clarté, comme une gouvernance permanente, et une mécanique fondée sur l'émergence, l'expérimentation et l'agilité, donc une mécanique de gouvernance émergente. Donc, rapidement, c'est ça, je pense qu'on va pouvoir rentrer plus profondément après, mais juste pour vous situer un peu comment on est, c'est totalement nouveau, c'est un mode de collaboration qui est totalement bottom-up, c'est pas top-down, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce que les gens ont besoin, puis comment faire des liens impossibles avec des nouvelles... Des situations qui sont innovantes et que parce que les gens, on les met en collaboration pour travailler, l'impact en fait est augmenté. Donc voilà, on a un opérateur culturel, un opérateur économique qui sont impliqués dans la partie prenante, donc plutôt contraints ou dans les liens avec le financement, et pour vous, plutôt à la recherche de réseaux et de création de partenariats. C'est plus pour l'impact, c'est ça, parce que pour le moment, la Maison d'innovation sociale est financée par la philanthropie. C'est ça, donc, donc, vous êtes pour vous, Maxime, que représente l'hybridité au quotidien et, C'est très drôle parce que justement, de par dans le fond, vos buts et ce que vous voulez rejoindre, nous, il y a une belle complémentarité parce que nous, en tant qu'agence de communication marketing, le but, c'est de transmettre le message. Dans notre choix de valeur, littéralement, parce qu'on vient du milieu des agences marketing, puis c'est vraiment sur le terrain qu'on s'est rendu compte vraiment de la dissonance entre ce qu'on faisait représenter des entreprises, voyons, Starbucks, Vidéotron, tout ça, qui offrent un service, certes, mais au niveau de la façon de faire le marketing, c'était très consommation, flyering, de dispense, puis on se détachait vraiment de tout ça, parce que l'humain devenait vraiment au service d'une entreprise, donc il parlait pour l'entreprise, mais la surutilisation de la personne dans ce mode de marketing-là amène une dissonance avec la clientèle cible, monsieur, madame, tout le monde. Il y avait vraiment des barrières qui se franchissaient, puis de voir ces relations humaines-là qui commençaient à s'effriter, où est-ce que, ah non, je veux rien savoir de toi, pour nous, ça faisait pas de sens. On s'est dit, pourquoi on ne représenterait pas des entreprises qui ont des valeurs sociales et environnementales dans un monde comme aujourd'hui, une situation conjoncturelle, où est-ce qu'on sait qu'on doit faire une différence de par notre consommation. C'est pas vrai que parce qu'on a moins d'argent dans le secteur, qu'on ne devrait pas être autant entendu. Puis une fois qu'on est entendu, c'est d'assurer aussi que les gens comprennent que c'est pas
du pointage du doigt, vous allez mal consommer toute votre vie, mais c'est plutôt une forme d'éducation, puis on en parlait juste avant, parce que lorsque les gens ils sont comment je peux dire, dans leur position, c'est très dur de leur dire que ce qu'ils pensent, c'est pas nécessairement la bonne chose. Donc, c'est de comment trouver dans un discours qui est plus inclusif, qui est plus montrons l'exemple, ayons du plaisir, amusons-nous à travers nos clients. Parce que nos clients, lorsqu'on regarde, c'est autant des EBNL, des startups en entrepreneuriat social. C'est vraiment tout ça. On est des passionnés là-dedans. On apprend de nos clients tout ça. Donc, c'est à travers justement nos actions, nos clients, qu'on peut justement démontrer notre positionnement, donc notre communication à même un secteur très d'économie sociale et vraiment par nos actions. C'est comme ça vraiment qu'on veut réussir à éduquer les gens, entraîner, apporter la touche virale marketing traditionnel dans un monde où est-ce qu'on est plus dans le raisonnement, dans la compréhension, dans le domaine des valeurs, justement. Donc, c'est un beau petit travail de mélanger marketing traditionnel avec marketing de valeur, marketing social, puis de rendre ça aussi intéressant que ce que les gens sont habitués à voir. Donc, l'hybridité se bâtit à travers tout ça. Merci, oui, il y a une source d'apprentissage, j'ai l'impression. Merci. Et pour vous, Marilyn, même question. Donc, l'hybridité, on retourne dans le champ culturel, là, donc le théâtre. Prospero, donc représente pour vous cette hybridité ou cette confrontation logique du fonctionnement? Il faudrait peut-être plusieurs heures, je pense, d'expliquer l'hybridité de théâtre Prospero, parce que déjà on voit, on n'a pas le logo là, mais nous on a juste un problème déjà d'image, puis de communication, on est groupe de la veillée théâtre Prospero. Alors ça déjà, ça explique bien l'hybridité de l'organisation. On a du côté le groupe de la veillée, qui est une compagnie de création qui existe depuis 40 ans. Qui a été fondée par Gabriel Arcan. Cette organisation a, à un moment donné, fait l'acquisition d'un vieux cinéma sur la rue Ontario. C'est devenu le lieu de diffusion par la suite, après une reconstruction majeure dans les années 90, grâce à une intervention de l'État. Donc là, on est vraiment dans la dynamique, mission artistique, intervention de l'État, politique culturelle en 92. On investit massivement dans les infrastructures culturelles au Québec. Donc ça a permis à plein de salles, plein de compagnies de création en danse, en théâtre, de se doter d'une salle de spectacle. Avec cette acquisition, qui était à l'époque fantastique, il n'y a pas eu par la suite dans les politiques culturelles du gouvernement du Québec des programmes pour pouvoir pallier à la mise aux normes, etc. des bâtiments. Donc, ce sont beaucoup des bâtiments qui se sont dégradés avec le temps. Là, on est là, toutes les organisations culturelles qui ont un bâtiment, présentement, on essaie d'avoir en tout cas du soutien pour rénover. Donc ça, c'est un petit peu un manque à la politique culturelle qui fait qu'on est pris avec une hybridité qui est contingentée par quelque chose de très très physique, qui est la gestion d'un lieu. Et ça, les organisations culturelles, en général, n'ont pas des dirigeants, quand on parle de gouvernance, qui sont spécialement formés, en tout cas à l'époque, pour faire la gestion d'un bâtiment, d'un lieu, et ça veut dire aussi donc du coup de la fréquentation, de la promotion, des communications marketing, c'est-à-dire directement donc, le marché. C'est différent d'un producteur qui vend ses spectacles par rapport à un producteur qui a pignon sur rue avec un lieu de diffusion. Donc nous, l'hybridité vient beaucoup de cette tension qui est très forte entre avoir à produire, promouvoir des productions, on en fait 2 à 3 par année, et de l'autre côté, de la diffusion spécialisée, qui est différente de la diffusion pluridisciplinaire. Il faut savoir que là aussi, au niveau de la politique culturelle, il y a plus d'investissement au niveau des infrastructures de diffusion pluridisciplinaire à Montréal. Tout s'est beaucoup plus fait en région depuis quelques années. Et c'est beaucoup la diffusion spécialisée qui est mise de l'avant à Montréal. Mais là aussi, on a des problèmes, puisque maintenant, on est dans l'hybridité des arts, c'est-à-dire que on est beaucoup moins dans la diffusion théâtre, la diffusion danse, la diffusion art visuel. Alors, on est à une époque où toutes les pratiques artistiques ont tendance à se rencontrer d'une manière ou d'une autre. Donc là aussi, il y a une hybridité des pratiques artistiques, comme il y a une hybridité chez nous donc, de la gestion organisationnelle d'un lieu de diffusion qui est à la fois production et diffusion. Donc là, on est sur 2 modèles. Et au cœur de tout ça, la grosse problématique, le gros enjeu, qui sera peut-être la question qu'on va suivre, peut-être, oui. Et là je te rejoins, c'est le financement. Parce qu'avec la politique culturelle de 92, il n'y a pas eu, donc comme je dis, vraiment de vision sur qu'est-ce que ça va prendre à nos institutions
ce dans quoi donc, on a investi les deniers publics pour maintenir ces institutions, ces organisations, que vont-elles devenir. Tout ça, ça a été d'abord laissé au Conseil des arts, qui eux sont faits plutôt à soutenir des programmes pour des créations ou des productions, mais pas des lieux de diffusion. Donc nous, on a cette problématique-là. Et donc voilà, c'est en gros le gros enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est comment on va de un sauvegarder ce qui a été acquis, ce qui a été développé, et ça veut dire la transmission aussi des savoirs, la valorisation des savoirs, mais aussi un point en avant, c'est les nouvelles technologies, le numérique qui rentre à plein fouet avec justement des artistes qui sont plutôt hybrides. Ok. En gros, c'est ça. Marilyn, merci pour en plus ce lien à la deuxième question que je voulais vous poser, donc sur les enjeux en effet. Donc savoir, croisement des pratiques, clients, gouvernance, partenaires, mettre l'humain au centre, c'est toutes des notions qui, pour notre audience, donc chercheurs sur les organisations, donc parlent beaucoup, ça nous intéresse vraiment énormément d'en savoir plus. Et donc la deuxième question en effet, c'est la question des enjeux, donc comment finalement tous ces enjeux dont vous avez déjà en fait évoqués, comment influencent-ils votre travail et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ces enjeux en fait, donc, et comment au quotidien ça peut vous porter, vous freiner. Bon, je vous laisse choisir la direction que vous voulez, mais n'hésitez pas aussi à employer peut-être des exemples vécus, des anecdotes qui pourraient vraiment vous faire vivre, vu qu'on est dans la thématique des expériences vécues. Donc voilà, on peut refaire une ligne en commençant par vous, René. C'est moi qui vais parler de mon expérience vécue. Sur les enjeux. C'est ça, je vais c'est ça dans le fond. J'avais l'impression que j'avais déjà commencé à en parler par la question du financement. Les enjeux, je dirais, bon, on est dans, mais encore là, je vais essayer de ne pas être trop théorique non plus, parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux qui se posent au niveau de, par exemple, la politique muséale au Québec et la restructuration du financement des musées. Bon, ben, je veux dire, ça, c'est des choses qui sont comme au niveau macro. Je dirais que, de façon générale, hein, je pense que j'ai l'avantage par rapport aux autres personnes du panel. Je suis probablement le plus vieux et donc celui qui peut plus regarder un certain nombre de choses sur une durée. Mais moi, ce qui me frappe, c'est comment on vit dans un univers où il y a de plus en plus de contraintes d'un niveau administratif, au niveau légal, au niveau éthique. Bon, et ça, c'est... Alors, voici des enjeux qui se posent. Alors, la structure de financement, je reviens un peu à ça, mais c'est pour parler un petit peu des contraintes, c'est-à-dire que comment est-ce qu'il faut, pour obtenir du financement de l'État, par exemple, multiplier les demandes qui sont de plus en plus complexes et pour lesquelles il y a des demandes de reddition de comptes qui n'ont pas de bon sens. C'est comme c'est du travail à temps plein. Hein? C'est comme comment s'organiser au travers de ça pour que, on puisse faire les demandes d'aide financière, faire les projets, puis faire la reddition de compte. Comme je le disais, ça devient pour chaque 5 000 $, pour chaque 10 000 $, parce que c'est comme ça. Je veux dire, nous on arrive à un budget qui peut tourner autour de 600 650 000 $ par année. Mais je veux dire, notre budget de base qui nous arrive du ministère, c'est 130 000 $. Alors le reste, là, c'est comme c'est du montage qu'il faut inventer sur d'autres programmes étatiques ou gouvernementaux, hein, ou de l'autofinancement ou toutes sortes de choses. Alors, bon, voilà. Alors donc, il y a cette complexité. Puis en même temps, de comment s'organiser, si je vais arriver à quelque chose de concret, puis si je veux m'en tenir à pas être trop long non plus. Mais sur l'influence Vous avez l'organisation. dit tout à l'heure que je suis chargé de cours à temps partiel. Alors, si je pense, je peux parler pendant 3 heures. Alors, je vais essayer ça, je vais essayer de limiter. C'est-à-dire, en même temps, comment organiser les choses de façon telle qu'à l'interne, au niveau de notre équipe, qu'il n'y ait pas des gens qui soient pris pour faire de la reddition de compte, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire comment organiser et partager les tâches de façon telle qu'on ait en même temps
je dirais, on remplit certaines fonctions, on a une fonction, mais qu'on soit associé à des projets et que donc, c'est pas toute la même personne qui se tape la reddition de compte. Bon, alors, il y a comme pour moi, c'est quelque chose qui aussi est important. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on organise les choses pour que ce soit pas sur les épaules de la ou des mêmes personnes que toute la reddition de compte tombe, que ça devient comme infernal. Et pouvoir répondre à l'enjeu. Mais en même temps, oui, il faut être capable de répondre aussi, c'est ça. Merci. Lindsay, pour vous, Juste pour faire un peu écho à ce que René disait, nous, même si on est financé par de la philanthropie, l'enjeu du financement reste quand même, parce qu'on est quand même, notre enjeu principal, c'est juste dans l'innovation. C'est quoi l'innovation? Il n'y a même pas de définition pour dire exactement qu'est-ce que c'est. Donc, quand on s'appelle la Maison de l'innovation sociale, bien, on part avec un enjeu, en fait, déjà en main. Puis, vous n'êtes pas sans savoir que les organisations philanthropiques, ben, ils ont certains critères, ils ont certaines façons de fonctionner aussi. Donc déjà, le financement, même si on l'a, ils ne donnent pas un chèque pour donner un chèque. Il faut qu'il y ait de l'apprentissage dans qu'est-ce qu'ils donnent, mais qu'est-ce qu'on va en retirer de cet argent-là qu'on donne pour une initiative X, Y, Z. Donc, nous, je vous dirais que c'est plus au niveau justement du mode de fonctionnement que ça devient comme un enjeu. Puis c'est aussi de s'ouvrir les yeux puis d'être conscient puis de ne pas avoir peur d'essayer de changer les façons de fonctionner, les paradigmes puis tout ça parce que, en fait, on vit dans une société qui a des silos. Tout le monde essaie de se targuer à se dire faut briser les silos, tout ça, mais moi, ma réflexion, c'est plutôt les silos, ils ont raison d'être. C'est comment on peut mieux faire des ponts entre les silos. Parce qu'entre celui-là et celui-là, des fois, le pont il est en haut. Entre celui-là et celui-là, des fois, il est en bas. Des fois, lui, le pont, il n'est pas prêt à être bâti. Donc, c'est d'accepter la réalité aussi. Puis, de dire aussi qu'il ne faut pas, pour que ça soit de l'innovation, que ce n'est pas une idée qui doit sortir de nulle part. On ne peut pas toujours réinventer la roue non plus. Donc, comment ensemble on met les forces qui existent déjà pour pouvoir emmener ça plus loin, pour faire le mieux faire ensemble, en fait. Donc, dans l'unisson des forces, par exemple, puis là, je vais céder la parole après à mon collègue, présentement, à la Ville de Montréal, il y a la politique de l'enfant. En même temps, on a le 375e qui est là. Donc, moi, je me dis, attends un instant, nous, on a notre plateforme d'écoute et de dialogue qu'on fait du bottom-up. On va à l'écoute des gens. Ça s'est jamais fait. Cet été, on va aller écouter les enfants de tous les quartiers de Montréal pour leur demander ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils souhaitent pour la ville. On travaille avec et la commissaire et le commissaire au design et à l'enfance et l'élu à l'enfance. Et on va emmener ces réponses-là qu'on va analyser à l'hôtel de ville pour que ces enfants-là, dans la transformation de leur ville, y en fassent partie parce que c'est ça ta pépinière, en fait. L'enfant n'est pas un citoyen de demain, c'est un citoyen d'aujourd'hui qui va prendre des décisions demain. Donc, c'est essayer de vraiment, moi je me caractérise beaucoup comme une dot connector, puis c'est vraiment ça, c'est de dire, au-delà de faire parler cette personne avec cette personne, où est-ce qu'on peut emmener les trucs plus loin. Donc nous, c'est ces enjeux-là, parce que les administrations municipales ne fonctionnent pas de la même façon que la philanthropie, que les organisations sur le terrain. Là, c'est de l'enfant, c'est acquis parce qu'il faut que tu ailles chercher les consentements des parents, tout ça. Mais tu te dis, tu sais quoi, ça va changer quelque chose, c'est une nouvelle façon de faire. C'est plus difficile, mais on le fait quand même. Donc, un enjeu de gouvernance, participation, apprentissage. Ouais, le financement, ça passe de tout. C'est ça. Parce que c'est pas connu de l'innovation. Puis quand tu dis aux gens, ben ça, on a un flair pour ça, mais ils sont où les critères? Ça, mais si je le fais pas maintenant, je perds mon momentum, puis on pourra plus dire qu'on a innové là-dedans. Là, donc, c'est du jonglage quotidien, je dirais. Ok, merci. Maxime, pour vous, j'ai l'impression que vous avez envie de réagir à ce que Lindsay disait. C'est très intéressant l'aspect silo, de ne pas les défaire parce que c'est un petit peu contre-intuitif, dans le sens où est-ce que le CIROD, par exemple, qui regroupe 82 chercheurs universitaires dans différents domaines, sont en train justement de communiquer ensemble pour appliquer les solutions durables justement le plus abondamment possible. Et je dirais que ça, c'est un défi aussi parce que, donc oui, le financement, définitivement, le financement est un enjeu majeur dans tout ce qui est l'entrepreneuriat social. C'est beaucoup des valeurs, des passions, mais des fois, les passions transcendent le travail de fond à faire et on arrive avec des super bonnes idées de fond, mais la structure que le client propose n'est peut-être pas adaptée. Donc, il y a des conflits moraux entre... c'est peut-être pas le meilleur projet, je pense que ce projet-là est plus adapté, mais tu es un porteur en même temps, donc tous les entrepreneurs sont des porteurs d'un message donc qui a pour chaque personne a une influence sur son réseau, autant en micro, sa famille, qu'au bout du compte, la société qui l'entoure.
Donc, c'est de comprendre que chacun de ces personnes-là qui portent un message est un ambassadeur, justement, du mouvement plus social. Donc, pour pallier au financement, on se doit d'avoir une structure très, très, très adaptative, pas fixée dans le béton. Nous aussi, on a fait le tour de plusieurs espaces coworking. On pratique le télétravail, justement, également, pour assurer des coûts de location, justement, qui sont les plus possibles selon nos moyens. Par la suite, au niveau de notre équipe aussi, on a déjà eu des employés à temps plein, puis là, c'est sûr que quand les vagues, justement, des vagues plus, disons, sèches arrivent, il faut être capable de s'organiser, de se réajuster. Donc là, on se retrouve avec des collaborateurs, disons, d'expérience avec qui on collabore bien. Donc c'est vraiment, à ce moment-là, c'est de former une équipe qui est autant adaptative, autant autonome. Chaque individu est autonome, mais en même temps, en faisant partie d'un groupe, on peut justement aller vers des plus gros mandats. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la bulle. Les gens, nous, on est sensibilisés, on comprend ce milieu-là, mais c'est une bulle qui est en croissance. De plus en plus, on en voit. De plus en plus, on voit des petits segments. Ah, c'est drôle, on ne vous connaissait pas, vous, justement, puis vous faites votre part dans votre milieu. Comment on fait pour vous regrouper, partager le message? Puis dans les communications, nous, on a fait la semaine des acteurs du changement, par exemple, qui était une semaine vraiment spontanée. On regardait l'horaire, on voyait 3 événements, puis on se disait, c'est drôle, il manquerait juste 2 jours à avoir de quoi, puis on pourrait faire une semaine où est-ce qu'on regroupe tout le monde, on regroupe les communications, on fait quelque chose à partager aussi aux différentes communautés. Donc, sur un coup de tête, c'est beau, on a créé un événement, on en était là en chercher un autre. On les a coordonnés sur la semaine des acteurs du changement. Une journée, on a fait une vidéo, on a passé tout le monde en entrevue. Le lendemain, on avait la vidéo montée. Donc, tout ça pour dire à quelques jours que la semaine commencerait. Finalement, c'est le fun, ça a eu une ampleur vraiment incroyable, où est-ce que chacun des événements s'est retrouvé bondé. Ils se disaient, voyons, ça marchait justement les communications combinées. Et de là, on s'est dit, bon, c'est dans la coopération, c'est dans la fédération des gens qu'on peut réussir à, quand quelqu'un est déjà sensibilisé à un message, il est déjà plus sensible à une autre initiative qui va dans la même direction. Donc, c'est vraiment, il y a de l'éducation, il y a le réseautage à faire, le dot connector, justement, parce qu'une personne qui commence un mode de vie ou qui est curieux de ce mode de vie-là va essayer de l'intégrer à toutes ses pratiques de sa vie courante. Donc, là, je ne sais pas si j'ai non, pour moi, c'est comme je disais, un apprentissage sans cesse. Puis là, on les voit, on commence à avoir une vision macro, puis de comprendre que nos solutions communautaires font plus partie d'un groupe de gens qui sont plus communautaristes, mais que dans notre vie aussi, on a les gens plus individualistes. Donc, comment aller rejoindre ces personnes-là qui ont des valeurs, qui vont plus dans l'acquisition de matériel, quand d'un autre côté, justement, on est dans le partage des ressources. Donc, c'est le défi. Donc, le défi passe par l'exemple, et encore là, la fédération des gens, le partage du message, puis la vibrance, justement, qu'on peut faire ressortir à travers cette confiance qu'on a de faire ce qu'on fait. Là. Donc, c'est bon. Voici les différents enjeux. Donc, passion, facilitation, connexion de personnes. Oui, très bien. L'humain. L'humain. Ouais. On va passer peut-être, Marilyn, pour vous, les enjeux liés à cette hybridité. Comment s'illustre-t-il dans votre... Mais moi, je trouve ça intéressant de vous entendre parce qu'en fait, on est comme 2 extrémités de la table, plutôt culture. Puis ici, on a comme des forces émergentes là, qui arrivent et qui nous disent qu'on veut faire ça autrement. C'est intéressant de vous entendre là-dessus. J'aime bien le concept d'innovation parce que nous, dans la culture, on nous demande tout le temps d'innover, de faire plus, de faire mieux avec moins d'argent. Et ça, c'est intéressant. On a la contingence de l'argent, mais il faut faire plus, mieux. Il faut toujours innover, il faut toujours démontrer qu'on est comme quelque part artistiquement, on se démarque, etc. Que ce soit au niveau donc, du contact avec les publics, que ce soit au niveau donc, des activités proposées, que ce soit au niveau des pratiques artistiques, des propositions artistiques. En tout cas, tout ça est toujours dans le bassin d'innovation. Nous, on a une contingence de plus maintenant, c'est la diversité. Et là, on a toutes sortes de discours sur qu'est-ce que la diversité. L'idée des silos aussi, j'aime bien de dire on a besoin des silos. Et bizarrement, nous, on se fait dire au niveau des conseils des arts du Canada et du CAD que c'est fini les silos. Maintenant, on y va à la mission, puis au rôle que vous avez joué dans l'écosystème culturel québécois. Donc, nous, on va être
juger pour du financement public sur ne plus être en silo, puis travailler à l'innovation, à la diversité, en étant justement ouvert sur le monde, ancré dans notre quotidien, dans notre quartier. Bref, on est face à une espèce de croisement de discours qui est très difficile pour des organisations qui depuis 20, 25 ans, 30 ans sont financées parce qu'ils travaillent à fédérer des silos artistiques. Si je peux exprimer ça comme ça. Donc nous, on est un croisement pour notre financement public où il faut défaire cette façon de présenter, argumenter qui on est, comment on fait les choses en disant ok, on n'est plus juste du théâtre, je prends le cas d'ici, du théâtre de création qui s'adressons à un public adulte dans un quartier X. On doit démontrer qu'on a une mission différente de nos autres collègues, diffuseurs, producteurs, tout en montrant qu'on innove puis qu'on n'est pas en silo. Donc c'est vraiment c'est un défi au niveau du discours, c'est un défi au niveau des arguments pour les demandes de subventions. Comme disait René, on est beaucoup pris par ça. Et l'attention numéro 1 qu'on a, présentement nous, c'est de pouvoir tout le temps réactualiser la mission pour dire qu'on est toujours innovant et qu'on n'a pas perdu nos acquis, qu'on est toujours un vecteur de changement, mais qu'on est quand même aussi un lieu qui a du savoir. Donc ça, c'est la grosse tension que nous, on vit. Et ça, dans le discours, c'est très difficile quand on s'adresse à nos cercles de mécènes, à nos subventionneurs. Il faut, ok, alors eux, on va leur dire ça. Puis eux, on va leur dire ça, la même chose, mais autrement. Mais c'est bizarre ce que vous dites, parce qu'on dirait qu'il passait tellement de temps, mais juste en parenthèse, on dirait qu'il passait tellement de temps, en fait, à essayer de rechanger votre message que vous n'avez même pas le temps, justement, d'innover à côté ou de changer votre façon. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Mais on dirait que ça vous prend vraiment beaucoup de temps. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. La seule chose, c'est qu'on est, nous, pris avec des cycles de financement qui fait qu'on doit, aux 3 ans, aux 4 ans, aux 12 ans, comme d'ailleurs les chercheurs, doivent remontrer, faire la preuve qu'ils sont en train d'innover quelque part, même si l'intérêt de recherche, même si notre mission, elle est la même depuis 40 ans, il faut toujours démontrer qu'on est toujours d'actualité. Ça, c'est une chose. Même si on est dans l'émergence, etc. La deuxième chose, l'attention la plus grande actuelle pour la culture, dans le sens large du terme, c'est vraiment cette relation à l'État qui est hybride, je dirais, puisqu'on a le fédéral, le provincial et le municipal. Et donc là, on a 3 politiques culturelles qui ne s'arriment pas du tout les unes aux autres, avec des programmes complètement différents, et ça c'est pareil en recherche aussi. Et donc, mais nous, là, on vit des changements aux 3 paliers gouvernementaux présentement. Donc là, on se dit qu'allons-nous devenir pas seulement nous, les organisations culturelles, mais en général, la culture, comment ils ne se sont pas parlé, personne, ils ont fait des nouvelles politiques culturelles, puis là, on est en train de voir comment ça va toucher finalement l'évolution de la société au complet, parce qu'on parle d'éducation aux arts, d'éducation à la culture, d'éducation tout court, comme on parle aussi des nouvelles technologies, qu'est-ce que ça change dans nos relations dans le quotidien, la consommation de la culture en ligne, etc., comment ça affecte tout ça. Donc les gens qui vont en salle ou qui se déplacent ou qui voient des arts dans la rue. Donc la troisième tension, elle est évidemment au niveau du marché, donc c'est le public. Ce public, on dit tout le temps, il faut des nouveaux publics. Vous devez développer des nouveaux publics. Ah. Donc on présume qu'il y a un nouveau public qui attend dans la rue qu'on lui fasse « Salut !» et qu'on aille le chercher avec notre programmation. Et ça, c'est vraiment difficile, mais c'est ce qu'on nous demande au niveau des subventionneurs, c'est de dire « C'est quoi votre fréquentation? Avez-vous augmenté votre fréquentation? De combien? Qu'avez-vous fait? » Alors, communication, marketing, ok, on a fait des nouvelles technologies, on a fait du retargeting, on a fait des médias sociaux, on a engagé nos ressources au contenu des médias sociaux, oui, on l'a fait. Oui, on fait des envois ciblés, on n'est pas con, on sait faire du marketing ciblé. Donc il y a tout ça qu'on met en place, ça c'est encore beaucoup d'énergie, mais en fait, ce qu'on se rend compte, nous, sur le terrain, c'est que les gens qui viennent dans nos salles, c'est des gens qui sont souvent très très fidèles, qui nous suivent no matter what, qu'on prenne un risque ou pas en salle artistique, ce à quoi ils vont adhérer, et les nouvelles personnes qui viennent aussi, c'est la mission. C'est vraiment le cœur qui fait qu'on va se défendre au niveau d'un gouvernement et qu'on va s'attacher à un nouveau public ou créer finalement, participer à l'émergence du nouveau public, c'est de définir plus que jamais quel est le sens, la mission de l'organisation. C'est là où depuis 2 ans je travaille le discours du théâtre et je suis passée à travers tous les historiques. Et la façon dont le théâtre se définissait, dont elle-même, elle faisait son histoire en l'écrivant, finalement, des fois, on perdait des plans d'histoire, on dévalorisait certaines choses qu'on avait dit « Ah, ça, c'est pas intéressant ». Mais quand on regarde l'histoire d'une organisation qui, justement, a beaucoup de véhicules, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la mission s'est réactualisée, s'est incarnée au fil des directions, au fil des équipes qui sont passées, parce qu'en culture, il y a une grande rotation.
les conditions de travail sont difficiles, donc on a souvent une grande rotation du personnel. Donc la mémoire de l'organisation, c'est ce qui nous permet de dire finalement comment la mission a survécu, par exemple dans notre cas à 40 ans d'histoire. Donc c'est sûr que quand on est face à ça, on se rend compte qu'il y a toujours eu des forces qui ont intégré l'organisation et qui ont donné une espèce de dynamique, qui ont favorisé telle chose ou tel volet d'activité. Et c'est ça qui est intéressant de voir pour la suite, c'est de se dire, ok, on est hybride dès le départ, plein de choses, mais c'est comment on compose avec des forces émergentes, des forces vives, nouvelles, différentes, qui sont internes ou externes. C'est ça. Donc je dirais qu'on est plutôt des organisations hybrides en mouvement. On n'est jamais, on peut se fédérer, mais on ne sera jamais finaux. Il faut garder ça. Puis dans les arts, on est obligé parce qu'on dépend souvent de partenariats structurants pour exister ou pour survivre. Merci, mais c'est la transition parfaite en fait. Exactement, Marilyn, tu nous aurais donné la bouche à chacun. En fait, on va juste, je pense, faire un dernier tour de table avant de vraiment faire participer l'audience. Et donc, puis juste en fait, pour vous faire une introduction, l'audience, elle est donc majoritairement des communications, et donc comme dernier volet, sans but de tour de table, peut-être j'aimerais ça vous orienter un peu vers cette thématique-là, mais en fait, je crois que vous l'avez déjà beaucoup évoqué. Et pour reprendre l'exemple de l'INSEE avec les silos, les ponts, je trouve que c'est très inspirant, puis ça parle beaucoup de ce qu'on essaie, ça reflète ce dont on essaie de parler ici. Puis en fait, j'aimerais poser la question suivante. De quelle matière sont faits ces ponts-là, finalement? Comment on les construit? Comment ils sont constitués? Et donc, en espérant vous faire parler un peu de l'aspect communicationnel à travers cette réflexion-là sur la matière des ponts. J'ai l'impression que Marilyn a déjà entamé un peu une réponse à ça en parlant de la mission. J'ai comme un peu l'impression que la mission d'une organisation pourrait être matière à créer des ponts. Et donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Donc, comment vraiment on crée la communication entre les différents partenaires de l'organisation hybride? Est-ce que justement la mission, c'est une façon ou c'est une thématique qui est peut-être récurrente? Et comment on crée les liens, comment on les construit, comment on les maintient? Monsieur Binette. Oui. Ça va. Oui. C'est l'avantage, c'est ça, le droit d'ANS. Oui, c'est ça. Alors donc, d'une certaine façon, c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que il y a quelque chose dans la nature de l'écomusée et dans la nature même de l'écomusée du Fier-Monde de travailler avec des partenaires du milieu. Hein? Alors, je veux dire, et là, je ne vous ferai pas un cours de muséologie, mais c'est comme l'idée de nouvelle muséologie, c'est d'ouvrir le musée à son milieu et à son public. Donc, quand on parle d'idée de partenariat, il y a comme quelque chose où de créer des ponts, c'est-à-dire que pour nous, c'est intrinsèque à notre façon de travailler. Alors, il y a comme quelque chose où c'est peut-être un peu difficile de s'auto-analyser quand c'est notre pain et notre beurre quotidien d'une certaine façon. Parfois, je caricature un peu en disant, quand un musée fait sa programmation, souvent, il va partir de sa collection. Il va partir, donc, quelles sont mes nouvelles acquisitions, qu'est-ce qui, dans ma collection, comment est-ce que je peux la mettre en valeur de façon différente à partir de collections d'autres musées, à partir de nouvelles recherches qui sont faites. Donc, d'une certaine façon, il travaille, il regarde par en dedans, si je peux m'exprimer ainsi. Je regarde à l'interne pour faire ma programmation. Un écomusée, comme je le dis parfois, quand je veux faire ma programmation, je réponds au téléphone. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, tous nos projets, c'est dans notre nouveau plan stratégique, c'est s'assurer que dans chacun de nos projets, on ait un ou plusieurs partenaires. On s'est doté à l'Écomusée du Fier-Monde d'une politique de partenariat. D'ailleurs, il y a assez peu d'institutions muséales qui ont ça, donc on a tenté d'organiser, on travaille en partenariat, et là, on s'est doté d'une politique à ce sujet-là. Il y a comme une espèce de déclaration sur cette volonté de travailler en partenariat. Alors donc, pour nous, il y a comme quelque chose qui va de soi. Le partenariat, il se fait
je dirais, autour d'idées assez concrètes habituellement. C'est pas sur des grands enjeux, c'est pas sur la mission, c'est pas sur ce que sera fait demain, mais c'est sur un projet. Habituellement, c'est comme c'est assez concret. Ce qui fait que les partenariats aussi, ben, je veux dire, ils sont plus ou moins, ils se développent au gré des projets et ils se bâtissent selon la nature de chacun des projets. Et d'une certaine façon, l'équipe interne se structure autour des projets aussi. Tu sais, on parle d'adhocratie dans le monde culturel ou dans les organisations, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que selon les projets qui se présentent, ben, je veux dire, les choses s'organisent de façon différente. C'est ça. Alors donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour nous, le partenariat, cela va de soi. Hein, je veux dire, alors, mais ce qui ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Je veux dire, en même temps, là, c'est un défi à chaque fois. Exactement, parce que la racine, elle est nouvelle à c'est-à-dire, oui, oui, c'est ça, voilà, parce que les gens changent, parce que les organisations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais nous, on a comme cette volonté de travailler en partenariat, parce que malgré les difficultés, on pense, ben, c'est comme je dirais, c'est comme un peu comme dans notre ADN, puis dans la nature même de l'écomusée, c'est de faire cela, me semble-t-il. C'est comme cette idée de partenariat, de participation à différents niveaux, etc. Mais aussi, ça offre, en même temps, c'est pas facile. Il y a des contraintes, mais ça offre tellement de possibilités. Je veux dire, en s'appuyant sur des partenaires, ben, ça nous, et là, on parlait un peu de la question des communications, mais ça nous ouvre sur des réseaux, sur des possibilités que nous on n'est pas capable de faire ça tout seul. Ça nous amène des expertises que nous, on n'a pas. Alors, c'est comme ça que ça nous amène à présenter une année une exposition sur le développement durable en milieu urbain, puis l'année d'après, une exposition sur les 30 ans de la revue Fugue, puis les droits de la communauté gay, comment ça a évolué depuis 30 ans. T'sais. Alors, c'est des sujets assez variés, et pourtant, tout ça se tient parce que c'est des liens qu'on développe avec nos partenaires. Voilà. Merci. Moi, je vais revenir à la notion vraiment de base d'un vrai pont. C'est comme tu construis un pont parce que tu veux qu'il y ait un échange. Donc, les gens ont besoin de circuler. Donc, c'est vraiment revenir à l'humain. C'est de dialoguer avec la personne, les parties prenantes, les partenariats, puis au niveau de la communication, savoir quand communiquer, avec qui, comment, sur quoi et pourquoi. Donc, c'est vraiment une espèce de toujours... quand même assez éveillé à ça, puis de se comprendre en dialoguant avec la personne, c'est quoi son « what is it in it for me », puis de comprendre et de lui faire comprendre qu'en construisant ce pont-là avec l'autre silo qui est à côté, ben, tu es un pilier qui fait que ça tient aussi, puis qu'il y a quelque chose à en tirer aussi. Donc, je pense qu'après ça, une fois que toutes les bases sont bien mises, ben, la communication peut mieux passer, puis réaliser aussi, comme je disais au tout début, qu'en travaillant de cette façon-là, ben, toi, ça te permet d'aller plus loin, ça permet à l'autre silo d'avancer aussi, puis l'impact, en fait, est plus grand pour les bénéficiaires, puis c'est là que ton 1 + 1 = 3, puis que tu as atteint quelque chose que tu pensais jamais qu'il pouvait se faire. Tout à fait. Moi, je suis plus à un niveau neuronal. Si j'ai à comparer ça, la communication, chaque espace qui regroupe différents acteurs a un peu sa métaconnaissance qui s'ajuste dépendamment des acteurs qui sont présents. Donc, si tu es à temps libre, à l'esplanade, dans le salon 1861, le 5e, il y a une multitude d'espaces collaboratifs qui regroupent des gens. Donc, chacun de ces endroits-là est je la vois un peu comme une cellule qui peut percevoir justement des données. Et lorsqu'on communique justement, que ce soit par différents types d'activités, c'est sûr, ce qui est formation, les différentes activités qui se donnent dans des différents événements puis qui amènent les différents acteurs à se côtoyer et s'échanger, ben, ce qui est intéressant, c'est en faisant ce lien-là, on arrive sur des nouvelles possibilités. Donc, littéralement, de pouvoir voir comment les interactions entre deux individus ou deux groupes peuvent créer une synergie. Je pense que la synergie entre les entreprises est super importante dans un milieu hybride où est-ce qu'on est capable de nos actions vont pas seulement profiter à nous, mais aussi aux gens qui nous entourent. Au niveau des communications, quand je parlais justement des communications partagées, c'est un exemple. Sinon, au niveau des ponts, je pense que, comme tu disais, c'est vrai que c'est important de comprendre que des fois, à un moment donné,
le groupe ou l'entreprise qui devient plus une entité en tant que telle ne peut pas nécessairement tout le temps être fédérée avec les autres parce qu'elle doit assurer sa propre subsistance, justement. Donc, de trop partager, des fois, c'est est-ce que ma clientèle volatile se régénère pas assez rapidement, donc ça me coupe un petit peu les freins, mais en même temps, je dirais, on est une jeune entreprise, on se questionne justement à comment réussir à avoir une relation gagnant-gagnant-gagnant. C'est littéralement ça. Puis je dirais, les connaissances, le transfert des connaissances, pour moi, c'est la chose la plus passionnante à travers tout ça. C'est qu'à l'Esplanade, il y a des entreprises alimentaires, tout ça. Puis là, tu vas les côtoyer, puis là, tu es conscient d'une réalité que tu n'aurais pas été conscient en étant seulement dans le monde du transport ou de l'énergie. Donc, c'est cet éveil aux différentes réalités de chacun des secteurs par la collaboration que je trouve qui est très intéressante. Fait que je comprends le besoin individuel d'une entreprise d'être plus isolée pour grandir, mais en même temps, je trouve que le partage des connaissances amène des possibilités qui sont tellement... qu'on n'aurait pas vu venir. Puis des fois, au niveau des tendances aussi, c'est à travers c'est comme une cellule. La cellule va capter son environnement immédiat, mais c'est à travers de nouveaux environnements on était bloqué à un point, finalement, c'est bien ce qu'ils viennent de faire, justement, ça a fonctionné. Donc, c'est peut-être ma façon de voir les ponts. Comme je disais, c'est la philosophie neuronale, si je peux dire, est tellement intéressante, mais disons que c'est un travail constant à pouvoir voir comment maximiser l'impact de tout ça. Moi, j'aime ça vous écouter, ça me donne tout. Donc, pour René, le partenariat, c'est presque la nature essentielle finalement d'un organisme culturel. On est en partenariat avec le public, des fois. Parce qu'on les fait participer, on dit on est des partenaires, on est des projets, que ce soit communautaires, de société ou peu importe. Donc le partenariat, c'est pour nous évidemment, c'est partenariat avec d'autres organismes culturels. Et là, on n'est pas du tout en silo, on est ouvert parce qu'on met tous nos sous ensemble et on fait des super projets. Mais le partenariat, il se fait donc au niveau de la mission avec nos collègues producteurs-diffuseurs. Il se fait avec le gouvernement au niveau du soutien financier et de plus en plus, on doit le faire aussi avec le privé. Donc ça, c'est un partenaire qui est à développer, surtout au Québec. Et le partenaire, évidemment, qui est le marché, parce que sans eux, on ne peut pas avoir de la vente, on ne peut pas faire des sous, on ne peut pas faire ce revenu autonome qui nous est essentiel. C'est comme René le dit aussi, c'est une grosse part de notre financement, c'est les revenus autonomes, c'est que ce soit en termes de location ou en termes de fréquentation des gens dans le public, quand on a de la vente donc de billets comme chez nous, c'est un partenaire aussi, le public, dans le sens économique du terme. Dans le sens, je dirais plus, je parlerais plutôt donc, du producteur, mais dans le sens du producteur-diffuseur qui a un lieu de diffusion. Il y a quelque chose qui est un pont chez nous qui vient aussi, comme toi René, le fait d'avoir un lieu. Donc le pont, c'est aussi le lieu dans la ville, c'est le lieu dans le quartier. On a des gens du quartier qui viennent, qui n'adhèrent pas du tout à notre programme, ils rentrent tout le temps dans le hall, ils disent c'est quoi comme théâtre ici, etc. Et on leur explique. C'est des fois des dramaturges russes, où c'est pas toujours facile, on parle de choses pas toujours faciles non plus dans la programmation. Mais ils s'intéressent, donc c'est des gens qui passent, qui sont dans le quartier, puis ils viennent, donc ce lieu est aussi un pont. Donc exister, c'est comme un magasin, c'est peut-être le questionnement d'avoir un magasin que virtuel, en ligne, ou avoir un magasin pignon sur rue, c'est pas pareil. Le pont, là, quand il est immobilier, quand il est incarné sur le territoire, c'est un autre pont. Ça permet évidemment de toucher les gouvernements, d'inclure notre mission, de toucher les publics, mais ça permet aussi de faire le troisième pont que j'appellerais, c'est le réseautage, c'est se mettre en lien avec tout ce qui est possible finalement. Et ça, c'est le réseautage, pas dans le sens je te donne ma carte d'affaires, mais c'est vraiment dans le sens nous ensemble on construit, on participe, on fait émerger la culture d'aujourd'hui, de demain. Donc c'est sûr que la culture est très organisée en termes de réseautage parce qu'on a des conférences comme à l'université, on a nos propres réseaux, que ce sont les diffuseurs spécialisés, les diffuseurs pluridisciplinaires, on a toutes sortes de conférences, que ce soit par discipline, on a toujours ces conférences nationales, locales ou internationales. Et ça, pour nous, c'est là que les ponts se font en général, c'est-à-dire qu'on permet de défendre qui on est, notre mission, on permet de dire que, voilà, venez nous voir, on a un lieu à Montréal,
Et ça permet donc du coup de faire des partenariats qui ne sont pas juste des partenariats pratiques pour survivre. C'est des partenariats réels où on innove, on crée, on pense le monde de demain et on essaye de réactiver l'organisation. C'est souvent aussi donc en termes d'organisation des ressources supplémentaires parce que ce sont des gens aussi qui travaillent à ce que je dirais, ce qui est un peu aussi le nerf de la guerre, c'est qu'on fonctionne beaucoup par gestion de projet, donc une tournée ou une collection versus l'accueil d'une collection extérieure. Pour nous, c'est produire une création de la veillée ou recevoir une compagnie en accueil. Donc, on fonctionne forcément toujours par gestion de projet. Et nous, on a décidé depuis 2 ans de casser un peu le cycle création, production, diffusion. On fait depuis 2 ans une semaine dédiée à l'exploration de la dramaturgie étrangère, qui est une sorte d'exploration scénique qui dépasse la mise en lecture, mais qui n'est pas non plus de l'ordre d'une résidence de création. Et pourquoi on le fait? Parce que justement, dans la catégorie stylo, puis cycle qui se répète, et les manquements qui vont avec, beaucoup de gens disent, bah écoutez, on n'est pas vraiment très soutenu au Québec, ni au Canada pour faire l'exploration de la dramaturgie étrangère. Faire une lecture d'un texte, c'est plutôt plate. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Donc on a débloqué un budget, qu'on n'a pas d'ailleurs, pour laquelle on cherche du financement privé, pour pouvoir soutenir 5 metteurs en scène, dont un émergent, chaque année à faire une exploration d'un texte en disposant d'un lieu, en disposant d'un réseau et en disposant de nos partenaires. Donc nous, on est devenu, avec le temps, sans avoir les moyens, on a décidé dans notre mission de l'actualiser en disant, ben, on a toute cette expérience-là, et là, on essaye de faire autrement les choses pour justement créer des ponts. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, et quand ils viennent, c'est comme, mais c'était une lecture ou une exploration? Ben, justement, on essaye de ne pas penser en silo, de ne pas penser trop fermé. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens que ça dérange, parce que là, ils ne savent plus ce que c'est une pièce ou c'est pas une pièce. Donc, quand on dérange un peu le système, et c'est ça qu'on doit aussi à un moment donné faire, c'est qu'on voit comment le système bouge. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des choses qui bougent très bien, il y en a d'autres qui font « mais ça, je ne connais pas », donc voilà. Donc c'est sûr qu'on a toujours un rôle aussi, quand on a beaucoup d'ancienneté, de se dire comment on s'arrime, comment on ne s'arrime pas, comment on innove. Mais les ponts, ils sont pour nous forcément avec le fait d'avoir un lieu qui est incarné, qui reçoit des gens. Et depuis 2 années où je suis au théâtre, mon dada étant le développement international, on a reçu des productions de la France, on va encore en recevoir. Et c'est pas que les ponts n'étaient pas là. Ils étaient latents, mais il n'y avait pas de capacité organisationnelle dans l'entreprise pour dire et comment on fait du montage financier et avec les ressources qu'on a, on n'en a pas assez, comment on va développer ça. Et avec un peu pas des bouts de ficelle, mais avec un petit peu d'ingéniosité, on arrive à faire des projets incroyables avec des gens qui, de l'autre côté de l'Atlantique, ont pas beaucoup plus de moyens que nous. Mais c'est ce qui fait que là, on s'incarne et on fait de ce lieu quelque chose d'innovant, alors que finalement, on ne fait qu'accueillir une autre entité qui, elle aussi, est une force qui essaye de se mêler à une autre force. Donc, on est hybride aussi à travers le fait d'avoir des ponts à l'international, mais c'est qu'on a des fois des complémentarités. Dans l'hybridité, il y a aussi le concept de complémentarité qu'il faut exploiter. Puis c'est un concept que j'ai beaucoup travaillé au Jésus, avec les jésuites, mais il dit « travaillons en complémentarité ». C'était toujours on n'avait pas de ressources, pas moyen, on disait il faut travailler en complémentarité ou sinon on ne va pas y arriver. Donc trouver chacun ses forces, puis trouver ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a à ce moment-là, en disant écoutez, si un partenaire se rajoute, on peut faire plus, on verra, mais pour l'instant, ce qui fait du sens, et ce qui est de la réalité, c'est ça. Merci. Parce que ça, les ponts. Donc, je vous remercie énormément pour nous avoir généreusement offert votre expérience comme ça. Puis, comme le temps roule, oui, applaudis, merci. C'est un auditoire très curieux, donc je suis certaine qu'il y a beaucoup de questions en attente en ce moment. Oui, donc on va débuter ça tout de suite, monsieur. Sirois. Bonjour, merci. Oui, effectivement, c'était très intéressant. Moi, je suis particulièrement intéressé parce que je travaille sur l'hybridation dans les organisations culturelles. Donc là, on a deux représentants. Puis, une des questions qu'on se pose souvent avec mes collègues, c'est est-ce que l'hybridité, ça vient par choix ou est-ce que ça vient par défaut dans le monde de la culture? Puis, c'est intéressant parce que, M. Binet, vous avez ouvert votre intervention en disant nous, je ne suis pas sûr qu'on est une organisation hybride. Et puis,
Donc ça, c'est intéressant parce qu'en même temps, vous nous avez aussi raconté que vous faites beaucoup de partenariats, etc. Donc, est-ce que, par exemple, pour vous, ça vient un peu par défaut, parce que votre mission incarne le partenariat, comme vous nous l'avez expliqué, puis en même temps, ben, il faut trouver des subventions, il faut trouver des moyens. Vous avez aussi raconté comment le budget est quelque chose à réinventer chaque année. Puis en même temps, pour les autres aussi, j'ai l'impression qu'il y a souvent une volonté de faire les choses autrement. C'est le cas au musée, au théâtre, peut-être une volonté de trouver de nouvelles façons, puis une contingence qui est le budget est souvent bloqué, etc. Donc je sais que les deux sont inséparables, puis je ne vous demande pas est-ce que vous faites ça uniquement par choix ou uniquement par défaut, mais vous voyez un peu qu'est-ce que c'est pour moi l'attention. Où est-ce que vous vous situez sur ça? Dans un monde idéal, est-ce que vous feriez de l'hybridité ou est-ce que vous en feriez pas, par exemple? Je voudrais juste préciser ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que je ne prétends pas que nous ne sommes pas une organisation hybride, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est que je suis peu familier avec ce concept-là et spontanément, je ne me définis pas dans ces termes-là. Oui. Bon, je laisse aux savants des sciences de la gestion qui étudient ce... Bon, peut-être qu'ils vont dire oui, c'est une organisation hybride, mais moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Et je dirais d'autant plus, je peux dire que je me reconnais dans la nouvelle muséologie, je me reconnais... il y a comme des courants dans lesquels je me reconnais, mais celui-là, dont, comme pour moi, j'étais plutôt ignorant de ce concept, alors il y a comme un bout où je sais pas de vous faire croire que je suis très familier avec ça. Et il y a comme l'autre idée, c'est que cette idée d'organisation hybride, c'est comme aussi se définir en fonction d'autre chose. Et c'est comme, moi, je ne suis pas, je ne parle pas de moi, René Binette, comme le résultat du produit de mon père et de ma mère. Je ne suis pas en ce sens-là, l'écomusée, je ne pense pas à l'écomusée en termes de ces hybridations de je ne sais trop quoi. Bon, mais maintenant, en même temps, je comprends très bien, effectivement, que quand on regarde objectivement ce que nous faisons, bien sûr, il y a comme quelque chose où on pourrait dire que la nouvelle muséologie, il y a quelque chose qui ressemble à ce concept-là. Je ne nie pas ce qu'on fait. Maintenant, est-ce que, c'est comme ça, est-ce que dans un monde idéal, c'est-à-dire que dans un monde idéal, nous sommes un écomusée et c'est ce qu'on veut faire. Et la nature d'un écomusée, ben c'est, enfin, il y a différentes formules, il y a différentes façons d'appliquer la théorie dans la pratique, mais un écomusée, ça reste un écomusée, et la nouvelle muséologie reste la nouvelle muséologie. Alors, dans un monde idéal, ce que nous ferions, ben, c'est ce qu'on fait déjà, en plus, puis avec plus de moyens. Hein? C'est comme on ne changerait pas la nature, on n'arrêterait pas de faire des partenariats. On ne fait pas des partenariats parce que ce serait plus payant ou plus... On fait des partenariats aussi parce qu'il y a comme quelque chose... Le travail que nous faisons, on a une mission qui repose aussi sur des valeurs. Puis dans les valeurs, hein, je veux dire, ces choses-là sont importantes. La question du partenariat, de la démocratie culturelle, l'idée du rôle citoyen du musée. Hein? Alors pour nous, c'est des choses qui sont au cœur même de notre pratique. Alors, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. En même temps, c'est pas évident de dire dans un monde... Oui, mais dans un monde idéal, ben, l'écomusée du Fier-Monde continuerait avec l'écomusée du Fier-Monde et à faire ce qu'il fait. Et entre autres, lorsqu'on a pensé en termes de... Quand on a développé notre plan stratégique, il y a déjà plusieurs années, non pas celui actuel, mais le précédent, il y a toutes sortes de choses qui ont été envisagées justement en termes de développement. Et parmi les choses qui ont été écartées, c'est justement des développements qui n'étaient pas des développements qui ressemblaient à un écomusée. Donc, le tout-tourisme, le quantitatif à tout prix, ben, c'est pas les choses vers lesquelles on penchait. Ou encore de dire, bon, comment on voit le développement? Ben, une façon de voir le développement, c'est de dire, OK, on a une bâtisse, on va acheter celle d'à côté, on va avoir plus de collections, ça va être plus gros, il va venir plus de monde. Bon, dit non, c'est pas comme ça que se développe un écomusée.
on ne se développe pas de cette façon-là. On se développe autrement. Excusez, j'ai encore été trop long. Moi, je veux juste rajouter quelque chose. C'est que c'est vrai que pour les praticiens, parce que moi j'étais un peu du côté de la maîtrise, donc je comprends aussi la question au niveau de comment on ressent le concept d'hybridité finalement en termes d'organisation. C'est sûr que pour des organisations culturelles qui sont amenées à devoir défendre leur mission, dire qu'on est hybride, c'est un peu dire qu'on a 2 mandats, qu'on a 2 missions, ou qu'on a 2 rôles, ça veut dire qu'on a mergé quelque chose qui préexistait, donc c'est ça que nous, on ne peut pas vraiment se permettre ça en termes de discours pour dire on a fait ça, on a mis ça, on a fait ça. En général, on a une mission première, puis après ça se décline dans différents volets d'activité. Donc il y a un peu le danger dans le discours de dire on est hybride parce qu'on l'a décidé, donc ça veut dire donc vous avez 2 fonctions, 2 mandats dès le départ. Dans notre cas, c'est arrivé qu'on a vraiment 2 mandats, on a une mission, 2 mandats, et ça s'est fait vraiment pas par un choix, parce qu'on a eu à un moment donné un lieu. Puis avec ça venait, on a un lieu, on va faire occuper, on nous demande de l'occuper. Donc c'est devenu un peu, je pense, l'organisation, elle a vécu ça comme une imposition. Ils ont beaucoup résisté sur ça. C'était comme plutôt, ok, on accueille, mais on n'en fait pas trop. Puis 10 ans plus tard, mais là, il faut en faire plus. Donc c'est devenu vraiment, je dirais presque une contrainte. Il y a certaines organisations qui vivent des contraintes dans le concept d'hybridité avec le temps. Puis ça, c'est intéressant aussi à analyser, de voir à quel point l'hybridité est devenue une contrainte, une contingence. Alors, après ça, on a le choix d'en faire une force au niveau du positionnement ou de dire non, c'est vraiment pas ça qu'on voulait faire, donc il faut se re-questionner en termes de planification stratégique. Est-ce que c'est vraiment ça la déclinaison de la mission aujourd'hui ou pas? Donc ça, c'est un questionnement intéressant de vous poser. Comment c'est perçu par les organisations ce concept d'hybridité? Parce que là, la définition telle qu'elle est menée là, c'est vraiment à la frontière de 3 secteurs. Alors que nous, je pense qu'on va plus ressentir, en général, je dis nous, je m'inclus dans les praticiens, le fait qu'on est comme mergé, mis ensemble 2 choses préexistantes. Donc ça, l'idée que hybride veut dire être à la frontière de 3 secteurs ou émerger de la frontière de 3 secteurs, c'est peut-être ça à clarifier dans le concept d'hybridité pour, en tout cas, les praticiens. Joël, François, Nicolas et le monsieur derrière. Donc, merci à tous pour vos réflexions sur vos organisations. C'était très, très riche et même complémentaire. Complémentarité, donc très enrichissant. Ma question est pour Marie-Lou. Donc, tu viens peut-être d'en parler un petit peu, mais je suis intéressée d'en savoir plus sur vos missions. Qu'est-ce que vous avez fait finalement par rapport à ça? Parce que je suis chercheuse postdoctorale à HEC Montréal. Un de mes angles, un de mes regards particuliers sur l'organisation, c'est l'identité. Puis d'évoquer une compréhension autour de la mission, c'est-à-dire de se présenter différemment selon vos publics, de montrer une certaine cohérence ou fidélité à votre mission pour votre public qui vous suit, qui vous est fidèle, mais en même temps une mission plus diversifiée pour vos bailleurs de fonds, innovante, tout ça. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que c'est souvent les organisations font des processus de se redéfinir leur mission parce que c'est un peu la base du positionnement stratégique, justement, de définir qui on est pour savoir où on va. Dans votre cas, ça s'est traduit plus concrètement. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre mission? Est-ce que vous êtes revenu aux sources? Est-ce que vous l'avez fait éclater? Est-ce que vous avez gardé votre corps? Vous avez rajouté des initiatives? Est-ce que vous êtes dans une organisation qui existe présentement? Concrètement, ça donnait quoi, vous, par rapport à votre mission? Je travaille avec ma direction, donc justement, qui, elle, depuis 40 ans, elle est presque là, elle a vécu vraiment le petit local où vous avez une table, ils n'avaient pas d'argent, ils étaient tous pauvres. Ils ont, finalement, aujourd'hui, 40 ans plus tard, ils ont un théâtre avec des centaines d'artistes de la relève, d'ailleurs, sont venus avec un répertoire vraiment pas évident que eux défendent en termes de compagnie de création. Donc, c'est un théâtre assez avant-gardiste au niveau du choix des textes. Donc, c'est sûr que la mission, c'est intéressant la question parce que avant que j'arrive, ils ne parlaient pas trop finalement de leur histoire artistique, tant que ça, ils ne l'affichaient pas autant en termes de défendre la dramaturgie étrangère. Puis je dis, mais on ne peut pas faire avancer l'organisation au niveau de nos subventionneurs, de nos bailleurs de fonds, si on ne dit pas vraiment c'est quoi le cœur de la mission, puis qu'est-ce qu'on transporte depuis 40 ans.
Puis avec nos rencontres avec Conseil Design, on dit, ben, c'est bizarre, c'est vraiment chouette de vous entendre enfin affirmer votre mission. Donc le fait de nommer avec un dirigeant d'une organisation culturelle, moi j'arrive de l'extérieur, donc j'ai une distance aussi par rapport à, je lis l'historique, je regarde ça, et donc j'ai fait un peu ce travail de redéfinir ou de réutiliser en tout cas le discours par rapport à la mission, alors que l'historique est riche. Je dis, les accomplissements sont, c'est phénoménal comme une organisation qui a choisi de faire quelque chose d'assez spécifique. Ce qui est plus beau dans ça, et c'est toujours ce que je vous montre à la directrice, c'est qu'on a aujourd'hui une kyrielle de jeunes compagnies émergentes qui s'intéressent à ce répertoire. Donc aujourd'hui, on est en train de jouer aussi un pôle de passage, d'essai, pour des compagnies qui vont faire un premier essai, par exemple, une première production. Mais le fait d'afficher cette mission-là, ça ne veut pas dire que non plus on s'empêche de faire, par exemple, du répertoire québécois, d'encourager d'autres types de textes. Et donc, ce n'est pas seulement le répertoire, il y a aussi cette idée de soutenir le théâtre de création dans des conditions professionnelles. Donc, évidemment, la mission, elle s'est actualisée peut-être au niveau, parce qu'il y avait un lieu du fait d'avoir un modèle qui soit plus, je dirais, évolué en termes d'accueil de compagnie. Puis ça, on a travaillé là-dessus depuis 2 ans. Donc, avant, il y avait plutôt l'idée, on a des lieux, vous venez, vous participez un peu aux frais. Quand on fait l'analyse financière de ça, c'est pas la location qu'on fait, mais ça empêche la compagnie de création d'évoluer. Donc la mission était amputée du fait qu'on avait cette contingence aussi à accueillir, de dire ok on accueille, mais on se rend compte quand on fait l'analyse que ça empêche la mission de vraiment se déployer. Ça empêchait la compagnie de créer finalement et de développer ses activités. Donc là il fallait trouver un équilibre, et ça veut dire donc du coup qu'il faut intégrer dans la mission le fait qu'on soutient l'accueil, qu'on ait un pôle catalyseur en plus. Donc la mission elle a évolué finalement dans le temps. Donc à la base, c'est vraiment créé, ça s'adressait à la dramaturgie étrangère, mais ici, on a la dramaturgie étrangère classique et contemporaine et toute nouvelle forme de dramaturgie qui peut bousculer justement la création civique. Donc c'est sûr que, comme vérité en mouvement, la mission est en mouvement. Et c'est l'idée d'avoir une mission, punto final, qui ne bouge pas avec 2 mandats, je pense qu'il est la plus sclérosante pour une organisation, surtout en culture, et surtout aujourd'hui. Est-ce que je peux suggérer quelque chose juste à cause du temps? Ouais. Peut-être qu'on pourrait faire poser toutes les questions en même temps, parce que peut-être des fois les questions se croisent, puis après donner la parole au panéliste. Oui. Parce qu'à cause du temps, désolé. Non mais en tout cas, merci beaucoup pour vos interventions, tout ce que vous avez amené, parce que ça rentre vraiment en lien avec tout ce qui est fait divers dans la présentation cet après-midi. Et plus on avance, plus je me dis qu'on a posé les questions dans les mauvais termes, c'est-à-dire que pour moi, on peut garder les mêmes termes, mais parler plutôt d'hybridité organisationnelle que d'organisation hybride, parce qu'on pose de facto le fait que vous êtes hybride, alors qu'en fait, le problème est parfois à un autre niveau, c'est-à-dire que dans le social ou dans le culturel, c'est le système qui est hybride plutôt que l'organisation. Vous êtes un acteur d'hybridité quelque part. Enfin, vous devez vous adapter pour aller trouver des fonds, créer un budget de 600 000 $ sur un budget de départ de 150 000, ça vous oblige à être dans l'adaptation permanente dans votre action. Et puis j'aime bien aussi ce que vous avez dit sur le fait que l'importance de l'histoire, de l'héritage historique qui est très présent aussi dans la définition de l'hybridation. Donc c'est intéressant de dire, vous l'avez dit en boutade, mais c'est cette idée de je me présente pas comme étant le fils de mon père et ma mère. Voilà, mais pourtant c'est présent dans la notion d'hybridation. C'est l'hérédité et ce que ça peut produire ou pas d'être. Donc je voulais simplement vous remercier pour tout ce que vous avez amené. Ça nous amène à nous questionner, et heureusement le questionnement continue puisqu'il y aurait des questions. Voilà, merci. Donc moi aussi je voudrais vous remercier, c'est vraiment un panel très fascinant, et ce qui me plaît beaucoup c'est que vous êtes rentré vraiment dans le détail de la façon dont vous travaillez, vous avez compris ça. Et c'est un point très, très important parce que ça m'a amené, je pense, à réaliser que vous nous parliez d'hybridation beaucoup au moment de nous parler de certains moments d'articulation et d'interface en quelque sorte. Par exemple, je vous l'ai commencé, je suis désolé, mais René Marley, vous avez beaucoup parlé
des formulaires que vous devez remplir pour faire des demandes de subvention. Vous avez été dans ce concret-là et c'est le moment où vous rencontrez l'État. C'est le moment où vous rencontrez ça. Après ça, il y a l'autofinancement, les publics, etc. Qu'est-ce qui s'est rendu possible par quoi? Par la salle. Vous avez des salles pour vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire, surtout vous avez parlé de l'autofinancement. Vous avez parlé des enfants. Donc il faut qu'on aille rejoindre les enfants. Alors il faut aller rejoindre leurs parents, il faut aller rejoindre l'élu responsable de l'enfance. Et finalement, j'ai l'impression, si j'essaie de, disons, tourner ça en un conseil pratique, c'est libre de me dire si j'ai tort ou pas, j'ai l'impression que c'est en ayant des problèmes très matériels, très pratiques, que vous avez fait de l'hybridation, vous êtes allé chercher de gens. C'est pas un truc abstrait, comme on enseigne dans le cours de gestion des fois, il faut faire du travail de partenariat, mais c'est vraiment des problèmes très, très, très concrets qui vous ont amené. En tout cas, quand je regarde la manière dont vous nous en avez parlé, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est pas arrivé dans des projets théoriques de j'ai envie de faire du travail en partenariat ou je sais pas quoi, c'est avec des problèmes très, moi j'ai envie de dire très matériels. C'est un formulaire, tu sais pas, il faut remplir une case, ensuite alors il faut aller chercher un partenaire, on a une salle, ah tiens, bon, on peut faire un peu d'argent avec. Vous avez dit, on a un quartier, il y a des gens qui rentrent, on a pas, et c'est comme ça que ça se peut. D'abord, c'est mon grain de sel. Merci. En complément, plutôt des remarques que des questions vis-à-vis de vous. D'abord, je vous remercie pour votre propos autour des enjeux, des tensions sur comment tout le temps, tous les ans, faire mieux avec moins. Ça m'a un peu déprimé, ça me rappelle le boulot aussi, même si je suis dans un tout autre milieu, le milieu éducatif, universitaire en France. Mais c'est exact, et effectivement, François l'a noté, mais un mot-clé, me semble-t-il, autour de comment innover, cette injonction à innover, mais toujours en le reliant au travail concret, tel que l'a dit la personne avant moi, et la mission. Quelle est notre mission? Donc toujours relier ça à l'expérience et au passé. On n'innove pas sans savoir d'où on vient et pourquoi faire. Les deux intervenants ensuite du milieu, c'était très intéressant et je me rejoins tout à fait sur un tout autre sujet, mes sujets de recherche. Je ne connais rien à l'hybridité ni au milieu culturel, plus dans le milieu entreprise et communication. Casser les silos. Vous avez dit effectivement, je décale le regard, mais je suis venu en avion, je préfère que l'ingénieur qui construit l'avion, il ait une vraie qualification, de vraies compétences, et que l'avion, il parte et il arrive au bon endroit. Donc, casser les silos, ça veut dire aussi se défier des métiers. Et c'est peut-être pas exactement ça qu'on demande, mais c'est plutôt comment on arrive à faire parler ensemble des gens qui n'ont pas le même langage. Tout simplement, c'est un peu une entreprise pour moi, une institution, une organisation ou un secteur multi-acteurs qui sont un peu au contexte. C'est un peu une tour de Babel, on va dire. Voilà. Donc je me retrouve aussi là-dessus. Et pour monsieur en bout de table, effectivement, je me retrouve aussi dans ce que vous dites sur le fonctionnement par projet et par adocratie, parce que vous avez parlé de ce terme-là. Et je dis oui, et encore oui. À 2, c'est facile. À 10, c'est un peu plus difficile. Et à 100, encore plus difficile. Est-ce que ce fonctionnement adocratique n'empêche pas de croître, finalement? Est-ce que ça ne devient pas une limite? Et une dernière question, je Oui, pense. en fait, c'est pas tout à fait une question, c'était plus quelque chose que vous avez dit qui m'a interpellée, et je pense que c'est plus une relance à l'autre côté de la table. Quand vous avez dit que pour les praticiens, c'est vraiment très dangereux de se décrire comme hybride à cause du concept en tant que tel, donc ça m'interpelle un peu en termes de, on est les constructeurs de ces concepts-là de certaine façon, donc comment en tant que chercheur, puisqu'on veut être connecté avec les praticiens, on doit reformuler, ne me tuez pas, s'il vous plaît, mais aborder, j'aimerais que vous peut-être abonder sur cette dangerosité à ce niveau-là. Mais ça, c'est un bon point, parce que quand je suis arrivée au théâtre, il y avait sur la table du CQT, le Conseil québécois du théâtre, un rapport, en tout cas des travaux qui avaient été faits sur les nouveaux modèles
de théâtre. Et moi, tout de suite, j'ai dit, ah oui, le nouveau modèle organisationnel. Pour finalement, il dit, non, c'est le nouveau modèle de financement. Alors, j'ai lu le rapport, et il n'y avait aucun intervenant, en fait, du milieu scientifique. Ça avait été fait donc par des praticiens, des gens de théâtre. Et en fait, ils confondaient complètement, dans la façon de même parler de leurs problématiques, ils parlaient donc de modèle en fait organisationnel. Pas de modèle de financement, mais tout le monde avait l'impression, oh là, il faut faire des nouveaux modèles de financement, il faut faire ça autrement. Je dis, mais il n'y a rien qui parle de gestion, on parle en fait juste d'organisation, de gouvernance même, des nouveaux modèles de gouvernance. Et c'était pas donc du coup mis comme ça, et ça a entraîné une pression pour des nouveaux modèles. Nouveaux modèles, ça veut dire nouveau modèle de financement, comment on va faire. Et donc il y avait un petit peu dans ça, donc même il y a beaucoup de confusion quand justement on parle de nouveaux modèles. C'est peut-être un terme de gestion qui est arrivé dans le milieu artistique. Et donc, il y a la pression de faire un nouveau modèle, d'innover au niveau du modèle. Et en fait, on se rend compte que c'est au niveau du modèle de gouvernance. Pas tellement au niveau du modèle de financement, parce qu'en fait, on est pris avec le gouvernement, ce qu'il nous donnait. Donc, et évidemment, on peut développer la philanthropie, mais à la base, déjà même là, c'est sûr que ce qui ressort après, et ce qui manque, c'est vraiment cet arrimage. Moi, en étant au théâtre, on est membre de la DST, l'association des diffuseurs spécialisés, et toute cette année, ils ont passé des rencontres de CA à dire il faut qu'on fasse l'étude de notre milieu, etc. J'ai donc vous voulez faire l'étude de votre pratique de diffuseur spécialisé. Non, on n'est pas des praticiens, ok? Donc, mais vous voulez étudier quoi? Ben, on ne sait pas, les salles, les fréquentations, donc il n'y avait pas de direction non plus sur qu'est-ce qu'ils avaient étudié. Ils voulaient commander une étude à un consultant privé qui allait coûter des milliers d'argent. J'aurais dit, mais allez vers les universités. Et maintenant, ils vont travailler avec un professeur de l'Université de Montréal. Et cette idée que l'université est aussi là, les chercheurs sont là pour le milieu culturel, nous aider à faire des réflexions finalement en commun, le milieu n'est pas très au courant de ça. Ça, c'est un message que moi je veux passer, et c'est qu'il faut aller aussi vers le milieu et nous donner, parce qu'on cherche de l'argent pour nos infrastructures, alors aller payer des consultants qu'on ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Le milieu universitaire, je pense qu'il a encore du travail à faire pour venir vers la culture et dire on peut vraiment faire la recherche avec vous, et il y a des gens qui attendent après ça, je veux dire. Après ça, c'est le discours, mais je pense que là, il y a un arrimage qui n'est pas fait, surtout au niveau culture. Évidemment, Culture Montréal le fait. Donc, des organismes qui se sont donné la mission de le faire, mais ils le font avec un agenda politique aussi. Et ça, c'est pas bon. Petit message. Il y avait une dernière question, et après ça, on va vraiment devoir clôturer. Donc, pour aller à l'université, justement. On attend ou pas? En fait, moi, je pense qu'on a jusqu'à 10h15. 10h15 et après. Pour leur savoir. Voilà. On a trouvé une dernière question ici. Après, Consuelo, on continue ou vous voulez qu'elle a pour la dernière? Jusqu'à 10h04. Donc en fait, il nous reste encore 10 minutes pour discuter. Donc voilà. Excusez-moi pour la pression, mais je pense que c'est pas parti à 10h. Une question ici. De toute façon, ça fait des traductrices, en fait, c'était un peu la question que je voulais aborder. C'était justement parce que moi, je suis travailleuse culturelle et chercheuse aussi, fait que j'ai vraiment les deux casquettes. Puis en plus, en ce moment, je fais une recherche-action avec un organisme plus culturel, pour le coup, plutôt hybride, parce que c'est Atelier Créatif Montréal, donc je tombe vraiment sur d'autres problématiques. En tout cas, c'est ça, mais du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu d'avoir votre regard sur le monde de la recherche, son avis aussi un peu, puis sur cette collaboration-là, parce que tu sais comment est-ce que finalement tous les enjeux qui sont à la fois des difficultés, mais aussi comme pas que des difficultés, c'est aussi des projets en devenir, je pense à la maison, mais des innovations, tu sais comment est-ce que, parce que oui, c'est à la recherche de venir aussi, mais tu sais, moi, dans mon cas, c'est aussi avec un organisme culturel qu'on a construit ça ensemble, donc c'est aussi lui qui a eu vraiment un intérêt, parce que tu sais, moi, j'ai envie qu'on comporte nos enjeux aussi, puis qu'on y réfléchisse ensemble, justement, peut-être en dehors des agendas politiques, tu sais, comment est-ce qu'on peut, tu sais, c'est un apprentissage de tous les jours à travailler ensemble, et donc, c'est comme plus aussi un peu pour avoir un peu, tu sais, pour avoir peut-être un peu vos équipes là-dessus. Moi, j'ai apporté quelque chose ici que j'ai fait justement pour l'association des diffuseurs spécialisés, parce qu'ils ont passé 6 mois à essayer de fondre quelque chose. C'était un mémoire pour le ministère de la Culture qui était dans le cadre des consultations publiques l'année dernière. Et
puis ils n'étaient pas capables de se distancier par rapport à leur pratique et d'avoir une vision de groupe. Ils ne sont pas beaucoup, hein, ils sont 15. C'était impossible de structurer ensemble qu'est-ce qu'ils allaient dire au ministère, par exemple. Mais moi, parce que je ne viens pas du théâtre spécialement, donc je suis arrivée là, j'ai plutôt mes forces, mes compétences à moi qui sont... On a travaillé vraiment ensemble, on m'a dit c'est quoi vos idées, c'est quoi vos priorités, c'est quoi vos enjeux. On a fini après 2-3 sessions à un moment donné, mais eux-mêmes avaient la difficulté, puis le milieu en général a de la difficulté d'avoir, c'est normal, on est tous pris avec notre quotidien, avec pas de ressources. Donc déjà un dirigeant qui doit prendre le temps de réfléchir sur sa propre organisation, en plus de réseauter, de se poser des questions au niveau muséal, à niveau muséologie, ou peu importe comment on communique, comment on fait de l'action dans la vie. Et déjà sa propre organisation à porter, et puis en plus réseauter pour penser le devenir, savoir nos problématiques communes, c'est beaucoup. Souvent les gens abandonnent, ils arrêtent d'être dans les associations, ils sont membres, ils payent leur membership, puis ils laissent tomber. Mais le Conseil québécois du théâtre a engagé un chercheur qui lui maintenant il est dans tous nos comités, toutes nos tables de travail, et ça fait une grande différence. Donc je pense que la place des chercheurs aussi dans sur des tables de concertation, etc., ça aide, je pense, le milieu. Je pense que et ça, c'est au milieu à le faire, de donner, mais il faut que le rapport se fasse quelque part. Il faut que les communications soient véhiculées ou que les gens... Je pense que ça, c'est vraiment un rôle de part et d'autre. Mais le Conseil québécois du théâtre, ils ont un chercheur, puis c'est vraiment lui qui est là, toutes nos tables de concertation, de réflexion, il ne dit pas un mot, il a vraiment une position de chercheur, et en fait, il nous aide vraiment. Des fois, il fait des bêtises parce qu'il dit des choses... il raconte, il y a des critiques qu'il fait, il raconte n'importe quoi. Mais non, mais c'est fun de voir que moi, je trouve ça très intéressant, puis il a cette position à table, toujours, il prend des notes et tout. Et après, c'est le retour entre les deux. C'est après qu'est-ce qu'il a, lui, il a perçu versus ce que le milieu a vécu à cette table, par exemple. Donc ça, c'est important, les retours entre les praticiens puis les chercheurs. On avait une réaction. Non, mais par rapport en réponse, je pense à ce que vous venez de dire, je pense que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, mais en fait, par rapport à tous les commentaires, les questions, puis un peu qu'est-ce que mes collègues ont dit, ben, moi, je me distance un peu des autres sur la table parce que nous, à la base, on est sur une organisation qui part sur le mode collaboratif. Donc, on se définit comme étant déjà hybride, tout ça. On a juste 2 mois aussi, c'est nouveau. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est justement avec cette vision-là qu'on travaille avec les centres de recherche aussi, que ce soit le TIES, le CIROD, on est avec la crise, on travaille aussi avec l'INM. Donc c'est vraiment pour avoir des regards multiples par rapport à tout ce qu'on a travaillé ensemble. Et un de nos premiers prototypes, c'est avec la culture, avec le groupe de la Serre, avec le OFDA aussi, que pour le 375e fait des possibles, qui ont le souci de se dire un lieu, un art, une intervention, 1 mois par année, mais les enjeux, ils les avaient pas. Donc, c'est là qu'on a commencé avec notre jeu qu'on va faire avec les enfants, de dire, les citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, c'est là que les enjeux montréalistes sont sortis. Alors, un peu comme vous dites aussi, quand vous dites les agendas cachés, il y en aura tout le temps. Donc, nous, oui, on fait avec les 3 paliers gouvernementaux, mais on s'arrange toujours pour avoir des gens, les fonctionnaires, comme je disais tout à l'heure, l'élu à l'enfance, mais le commissaire aussi. Parce qu'un coup de l'administration est plus long, on veut que ça continue, puis il y a une certaine continuité dans l'impact qu'on veut réaliser, les actions, qu'est-ce qui est le très court, le moyen, le long terme, parce que sinon, ça ne donne rien de partir avec des grandes idées, puis de se dire, si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, tant pis. Là. Donc, c'est important d'impliquer le plus de gens possible. Le politique, oui, mais en même temps, entre guillemets, comme on dit, la machine qui vient avec. Là. Merci. Merci. Pour commencer, très longtemps, il reste beaucoup de nourriture, donc peut-être on reste encore un petit 15 minutes. Puis, donc, servez-vous steak to go, s'il vous plaît, oui. Quel moyen de privilégier pour qu'on a les nids? Je dis la mais il y a plus de sinon, métro, Plaverdor, McGill. C'est juste une station. Ben, on a des petits gâteaux pour nos... C'est ça. Des chocolats liquides. Des chocolats hybrides, donc vous allez tout faire ça. Wow!
c'est l'entreprise locale de café éventuellement. C'est l'entreprise locale. Moi, c'est chocolat chaud, j'aime parce que j'aime pas. C'est comme le chocolat chaud. J'ai aimé la liberté. L'aventure. Oui, c'est pas facile parce que même il y a des gens qui viennent visiter, dire comment on fait un café zéro déchet. alors comment enseigner le pratique? Ben, on n'a pas de sexualité, ça. Alors que par exemple, avant, généralement, la culture, c'est l'éducation, c'est sûr que c'est de voir c'est quoi les enjeux. Je prends connaissance de l'action et je ne ça ne veut pas dire que je comprends que ça existe des chercheurs et que c'est peut-être fort, ça peut être utile peut-être, mais moi spontanément, mais voilà, c'est tout en même temps, c'est bon. C'est toujours intéressant d'aller On t'avait déjà parlé de alors, effectivement, il injecte en dos. C'est encore en train d'enregistrer. Ben oui.